Bonjour à tous. Nous sommes revenus pour continuer notre marche ensemble sur la formation des techniques de communication et d'animation. Nous venons de terminer notre deuxième partie qui était basée sur l'animation. Nous avons appris plusieurs méthodes d'animation, les méthodes participatives, les méthodes actives, les méthodes applicatives et méthodes interrogatives même. Et maintenant, nous continuons dans cette troisième partie pour aller vers la fin de ce module. Ici, nous allons commencer parmi les méthodes que nous avons citées précédemment. Nous avions essayé aussi de donner d'autres techniques, entre autres, celles que nous citons maintenant, un tableau ou un paperboard. Alors, quels sont les points forts d'un tableau ou ces techniques-là? Parce que dans les techniques, autres techniques d'animation, il y a aussi un tableau. Cette technique est rapide et facile à organiser, avec un excellent rapport coût-bénéfice. Cela augmente la capacité de créativité d'un groupe, améliore l'esprit des groupes et la mobilisation autour d'un projet commun. Chacun peut s'approprier des résultats, peut être utilisé pour préparer la prise de décision. Mise en garde. Une mauvaise animation peut conduire les participants à hésiter, à exprimer librement sa crainte, justification et argumentation. L'animateur ne doit pas laisser paraître son opinion personnelle, s'il vous plaît. C'est ça la remarque et c'est ça la mise en garde pour vous en tant qu'animateur, formateur. Pour rappel, vous êtes formateur d'adultes. Vous devez tenir compte de ne plus présenter souvent vos opinions personnelles. Métaplan, c'est aussi une autre technique. Quel est son objectif? C'est pour permettre à un groupe, lors d'une réunion, d'exprimer ses présentations ou ses représentations personnelles par rapport à une question donnée. De produire collectivement un maximum d'idées, de regrouper ces idées par thème éventuellement et les hiérarchiser. D'aboutir à une synthèse collective. Quelle est la démarche de Métaplan? Étape 1. Avec une question ouverte, les participants sont invités à exprimer leur point de vue sur un thème spécifique. L'animateur écrit la question ouverte, par exemple, de question. Quels sont les éléments qui, selon vous, influencent le comportement d'un cerveau ou d'un nerveux? Étape 2. Le groupe de 5 à 15 minutes pour répondre. Vous donnez au groupe, il n'y a que 5 à 15 minutes pour vous donner la réponse. Chaque réponse est écrite sur une carte. On appelle ça post-it. Et le nombre de cartes à distribuer est de 2 à 5 par personne, selon le nombre de participants et de temps disponible. Les réponses doivent être formulées en phrases courtes. Ça, c'est l'étape 2. Deuxième étape, on vient de finir. Troisième étape. En grand groupe d'animateurs. En grand groupe. L'animateur ramasse maintenant les cartes, le mélange pour chaque carte. L'allure, on montrera à la salle. Ne pas hésiter à faire préciser une carte. Proposer un positionnement sur le panneau, plus ou moins proche des autres cartes.
obtenir l'accord du groupe avant de lire la suivante. Donc, la suivante carte. Il faut toujours obtenir l'accord du groupe pour lire la suivante carte. Regroupez maintenant les cartes. Invitez les groupes à former des ensembles. Donnez un titre à chaque ensemble. Écoutez d'un trait un feutre de cartes que cet ensemble regroupe. Durée de 1h à 1h30 avec des matériels nécessaires, poste une feutre, tableau de conférence, etc. Contexte d'utilisation, public, etc. Groupe de 4 à 15 personnes. Quels sont les points forts de cette technique? Précisément, cette technique favorise l'interaction et les échanges entre participants. Elle limite les risques de tourner en rond. Elle réduit les malentendus et les incompréhensions. Mise en garde pour cette technique. L'animateur doit se situer clairement dans l'animation, soutien à l'expression de chacun et organisation des échanges. Doit rester neutre par rapport au contenu, peut éventuellement proposer des pistes et des hypothèses pour constituer des regroupements d'idées, mais ne doit jamais prendre de décision sans l'aval du groupe. Les participants doivent écrire de façon lisible. On continue. Autre technique avec le même objectif que brainstorming. Voilà. L'étude des cas. C'est quoi l'étude des cas? Description. L'étude des cas est une méthode utile et flexible qui propose des exemples afin de générer une discussion ou des commentaires de la part des participants. Les études de cas sont beaucoup utilisées. Il est recommandé aux formateurs d'étudier avec attention une étude de cas avant de décider de l'utiliser avec un groupe donné. Ne prenez pas n'importe quelle étude de cas, ça pour autant étudier en aval et demander en amont la volonté du groupe. Choisissez les études de cas en fonction de leur rapport au sujet étudié. Il peut être nécessaire pour des formateurs de réécrire des études de cas qui seront plus adaptées aux besoins de participants. Intérêt pédagogique. Quel est l'intérêt pédagogique dans les études de cas? Elle constitue un temps fort de la formation par ou pour les participants qui les marque durablement. Elle valorise les échanges actifs et aisés entre les participants. Elle permet un questionnement individuel et une réflexion collective. Elle constitue un outil de collecte des premiers matériaux pour la poursuite de l'accompagnement de la formation. Préparation et organisation. Comment prépare-t-on et organise-t-on la technique appelée étude de cas? L'étude de cas peut être élaborée de plusieurs façons, par exemple à partir du recueil auprès des acteurs de situations qui leur posent problème, de l'expérience du formateur, par exemple, issu de projets menés avec le même profil d'acteur, par exemple, d'une grille d'observation transmise préalablement aux participants pour repérage
de ce qui leur pose problème. Le témoignage du public sur la vie quotidienne fait partie aussi. Autre technique, l'entretien. Il existe plusieurs types d'entretien qu'on appelle l'entretien libre. C'est quoi l'entretien libre? Il porte sur le processus de socialisation, de construction des opinions, de motivation. L'animateur pose des questions assez générales, larges, et laisse son interlocuteur s'exprimer au maximum sans coupure. L'entretien guidé, deuxième type d'entretien. L'animateur arrive avec de nombreuses questions auxquelles l'interlocuteur devra donner des réponses. L'animateur pourra poser d'autres questions pour obtenir des précisions sur certains points. L'entretien focalisé, troisième type d'entretien. Il est utilisé pour étudier des effets psychologiques et sociaux, des informations destinées à un large public pour les réaliser. Toutes les personnes concernées par l'animation sont mises dans la même situation, elles reçoivent la même information et elles voient la même direction et observent le même événement. Ensuite, chaque personne est soumise à un entretien focalisé sur ses réactions subjectives par rapport à la situation qu'elle a comme précédemment. L'entretien guidé peut être utilisé comme instrument de recueil de données dans l'étude du milieu. L'entretien d'aide ou counseling, autre technique d'animation, est un processus par lequel une personne est aidée à exprimer ses propres problèmes et à identifier les solutions possibles ainsi que les conséquences de sa décision. L'entretien appelé counseling n'est pas l'acte de dire à l'individu ce qu'il doit faire, mais de le guider. C'est une science d'entretien, et une science d'entretien n'est pas une science de questions et de réponses. Elle n'est pas une tribune où l'animateur doit exposer ses opinions. Pourquoi l'entretien? Pourquoi on demande l'entretien? C'est pour donner des conseils. Et donner des conseils est un rôle clé de l'animateur. La manière dont le personnel utilise cette technique a une grande importance sur le choix et la réalisation des solutions. Principe d'entretien. Les principes d'entretien très recommandés et à respecter. À respecter, je dis bien. Laissez à l'interlocuteur le droit de décider. Les problèmes de la personne doivent être confidentiels. Dire la vérité. Savoir de quoi on a parlé. Reconnaître ses limites dans la communication interpersonnelle. Quand vous communiquez entre une personne, entre vous deux, ayez des limites. Des limites. Il est important de mettre l'interlocuteur à l'aise. L'entretien doit se faire dans la mesure du possible, dans un endroit calme, discret et confiant. L'entretien doit se faire en confiance. La base très recommandée de l'entretien, c'est la confiance. Comment se déroule
un entretien. Le déroulement. L'art de donner des conseils s'acquiert avec la pratique qui inclut l'observation, la manière d'écouter, de poser des questions et l'interprétation des réponses. Les observations. On peut obtenir beaucoup d'informations en observant l'apparence physique et l'aptitude de la personne au cours de l'entretien seulement. Vous pouvez directement découvrir qui est devant vous seulement en observant calmement ses aptitudes physiques et même ses aptitudes devant l'entretien ou pendant l'entretien. Ça va vous donner l'aval de connaître qui est devant vous. L'interprétation des réponses. Comment on peut interpréter des réponses? En se basant sur son expérience professionnelle et sur ses connaissances en psychologie, l'animateur interprète les réponses et les réactions de l'interlocuteur et l'aide aussi à trouver les solutions à son problème. La manière d'écouter. La manière d'écouter. Nous sommes là maintenant. La manière d'écouter. Prêter une attention particulière et ne pas se laisser absorber par les autres activités. Il faut éviter de poser des questions fermées. C'est ça la bonne écoute. Quelle est la manière de poser des questions? La manière de poser des questions. Si le sujet est délicat, il faut donc que l'atmosphère soit amicale et positive. Pour cela, il est nécessaire d'établir un bon rapport avec l'interlocuteur. Chercher quels sont ses problèmes et partager ses soucis. Voilà, c'est ça la bonne manière pour poser des questions. Les facteurs qui influencent un entretien. Les facteurs influençant la communication de l'entretien touchent à un certain nombre de points. La crédibilité de l'émetteur. La crédibilité de l'émetteur. Un émetteur qui n'est pas crédible, son message ne sera pas le bienvenu. La construction et la finalité du message, le langage, les cadres de conférences ou de références sociales, perfection, la préparation du récepteur, le contexte social de l'émetteur et du récepteur. Souvent on dit le votre cri n'a point d'oreille. Il faut tenir compte de ça. Vous allez voir quelqu'un dans un état difficile à t'écouter, tu commences à lui parler. Non, il faut bien préparer. Préparer le cadre, préparer la situation, préparer sa morale, préparer même la santé. Une personne malade n'aura pas le temps de bien intérioriser et bien capter le message. Conclusion. Dans une situation d'entretien, il est important de ne pas afficher sa désapprobation. Ça, c'est très important. Sa désapprobation ou son désaccord à son interlocuteur, ni par le ton de sa voix, ni par son attitude personnelle. Il faudra également faire attention à ne pas montrer ses préjugés. Vous êtes animateur, formateur d'adultes, n'affichez pas votre position vis-à-vis de l'interlocuteur. Peu importe sa façon qu'il est en train de s'exprimer, restez serein, restez comme si vous n'avez rien donné, ni une désapprobation, ni son désaccord à ce que l'interlocuteur vous a raconté. Autre technique, la simulation. C'est quoi la simulation? Description.
La simulation se définit comme une reproduction d'une situation constituant un modèle simplifié, mais juste d'une réalité, selon les spécialistes. Cette méthode pédagogique vise à créer en classe une situation représentant la réalité de manière objective et à laquelle l'apprenant paraît être confronté. L'assimilation, c'est l'assimilation. Simulation, pas assimilation, mais c'est simulation. L'assimilation permet aux apprenants de mettre en pratique leur habileté et leur apprentissage dans un environnement plus encadré par des règles que dans le jeu de rôle ou dans une situation réelle. En résumé, dans une simulation, l'apprenant joue son propre rôle en se projetant dans une situation professionnelle et réaliste, alors que dans le jeu de rôle, il capte un rôle ou un personnage. C'est ça la différence entre la simulation et le jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle aussi, ça fait partie d'une technique d'animation. L'avantage principal d'une simulation est qu'elle fournit l'occasion d'expérimenter une situation et d'observer la réaction des participants. C'est ça l'avantage principal d'une simulation. C'est qu'elle fournit l'occasion d'expérimenter une situation et d'observer la réaction des participants. Bien que le processus soit conçu pour être proche autant possible de la réalité, elles sont toutefois contrôlées par les exercices. Préparation et organisation. Comment prépare-t-on et organise-t-on la simulation parmi les techniques d'animation? La simulation ainsi que le jeu de rôle exigent du temps et l'énergie qu'il veut mieux investir avant et pendant l'activité. Il est important de se demander si elles correspondent au contexte, au cours où elles vont être utilisées. Excusez-nous, nous allons un peu nous réfléchir. L'animateur, formateur, réfléchit au cadre de l'activité qu'il planifie, des personnages, des règles, des objectifs et des contraintes à surmonter lors de sa prestation. Le cadre devrait être clair, facile, compréhensible. Les apprenants ne disposent pas de beaucoup de temps pour se l'approprier. L'animateur doit aussi tenir compte du nombre de participants. Un petit groupe entraînera moins de contraintes qu'un grand groupe. Quand vous recrutez des chômeurs pour le former gratuitement sur l'entrepreneuriat, tenez compte aussi d'un petit groupe qui peut avoir moins de contraintes qu'un grand groupe. Allez avec la sagesse et avec beaucoup de techniques d'animation. Ça, c'est très important. L'animateur formateur peut créer des équipes et assigner des rôles à celles-ci plutôt qu'à des individus. Il doit tenir compte du degré de réalisme de l'activité, surtout dans la simulation. L'animateur formateur doit lui aussi se préparer à un changement de rôle, c'est-à-dire qu'il deviendra accompagnateur au cours de la simulation et du jeu de rôle. Vous accompagnez chacun. Ce sont des participants qui jouent les rôles et vous les accompagnez. Comme il lui sera une plus grande
place aux apprenants, il doit être prêt à accepter que ceux-ci explorent différentes façons d'appliquer leurs connaissances et qu'ils s'éloignent parfois du cadre prévu. Lorsque vous êtes en train d'animer la formation, entendez-vous que dans l'application de cette technique d'animation, vous allez autrefois sortir du cadre prévu. Donc, vous, en tant qu'animateur, attendez-vous à cela. Parce que là, vous allez jouer le rôle d'accompagnateur. Les acteurs deviendront les apprenants. Voyez-vous. Et l'état disponible représente un défi important. Très important. Très important. Les outils mis à la disposition des apprenants devraient avoir un format facile, utilisable, électronique ou papier et être adaptés au contexte de la simulation ou de jeu de rôle. Troisième technique, la technique de questionnement. Posez des questions faciles, s'il vous plaît. Il est plus facile de dire soi-même tout ce qu'on connaît en faisant un exposé ou un discours. Les gens seront certainement très satisfaits quand vous posez des questions faciles. Ça va bien être compréhensif. Cela leur évitera des efforts. Mais en agissant ainsi, vous ne ferez pas votre travail d'animateur. C'est pourquoi nous allons voir cette autre façon de faire parler les gens. Technique de questionnement. Le but de cette méthode, c'est d'entraîner les gens à analyser, bien sûr, leur situation. Mais on ne pose pas de questions n'importe comment et n'importe quel ou à n'importe quel moment. Les gens doivent comprendre assez vite pourquoi vous leur posez des questions. Comment poser les questions lors de cette technique. Pour avoir une réponse très complète, vous pouvez poser une question de différentes façons. Mais il n'est pas bon de poser plusieurs fois la même question parce qu'elle risque de fatiguer les gens. Souvent, les questions viennent petit à petit pendant que vous réfléchissez avec des gens. On ne peut prévoir tout ce que le participant va dire pendant une discussion ou une réunion. Donc, on ne prévoit jamais tout. Vous, en tant qu'animateur, vous préparez votre réunion, vous préparez la formation. Mais attendez-vous à du hasard, à ce qui ne peut pas seulement être dans votre bloc-notes. Donc, ce qui viendra ailleurs, ce que le participant peut engendrer dans la même salle de formation et au même moment. Quelques formes de questions. La formulation des questions, c'est une compétence de facilitation essentielle. Il existe plusieurs ou quelques catégories importantes de questions. Nous entrons maintenant pour voir les types de questions que vous pouvez poser. Les questions fermées. Ce type de questions se répond par des réponses d'un seul mot, telles que oui ou non. Voilà. Il convient d'en servir si l'animateur désire des réponses courtes et précises. C'est très important. Par exemple, avez-vous compris ce que j'ai raconté? Auditeur répond par oui ou non. Des questions ouvertes. Alors, dans les types de questions, nous avons déjà vu les types de questions fermées. Et nous passons maintenant au type de questions ouvertes.
Ce type de discussion demande des informations plus détaillées. Comment, que et pourquoi sont des exemples de mots qui commencent une question ouverte. Exemple, qu'avez-vous compris de l'histoire que je viens de vous raconter? Question mixte. Ceci est une combinaison de questions ouvertes et questions fermées à la fois. Exemple, connaissez-vous les principales causes du chômage en RDC? Lesquelles? Voilà. Ça, ce sont des questions à poser lors de vos animations. Connaissez-vous les principales causes du chômage en RDC? Lesquelles? Donc ça, c'est une série de questions combinées où il y a des questions fermées et aussi des questions ouvertes. L'animateur fera la synthèse de diverses interventions. Ah, là, je viens de sauter. Nous allons d'abord avoir les questions miroirs. Elles constituent à renvoyer les questions embarrassantes aux participants qui les posent. C'est-à-dire, lors de l'animation, vous pouvez aussi recevoir des questions venues de participants. Alors, vous, en tant qu'animateur, vous allez faire aussi des questions miroirs. C'est-à-dire, vous renvoyez ces questions embarrassantes aux participants qui les posent. Un participant te pose une question, tu le renvoies. Ça, c'est des questions miroirs. Et de là, l'animateur fera maintenant la synthèse de diverses interventions. Questions relais. Il y a aussi des questions relais. Elles permettent à l'animateur de retirer la parole à un bavard ou et en donner aux participants distraits. Vous voyez? Donc, dans la salle de formation, il y a des participants bavards, il y a des participants distraits par exemple. Alors, quand il y a des questions comme ça, vous enlevez des questions chez les autres, chez les uns, et on le renvoya chez des participants distraits, afin de le réanimer. C'est ça ce qui se passe dans le type de questions relais. Ainsi, si un participant pose une question à l'animateur, celui-ci la renvoie à un autre participant qui est occupé à une autre chose, par exemple, qui n'est pas avec vous. Voilà. Il y a aussi des questions écho. Ce type de question permet de renvoyer une question posée par un participant à l'ensemble des participants. Voilà. Donc, la question écho, c'est que un participant pose au formateur, à l'animateur, une question et le formateur renvoie cet écho dans la salle. Il sert de déclencher la discussion lorsque l'animateur constate que l'attention des participants diminue. Donc c'est comme ça. Ce sont là des questions écho. Questions de relax. Ce type de question est utilisé par l'animateur pour inviter les participants à approfondir un débat. Vous voyez, ça c'est le type de question relance. Vous allez prendre ce type de question et l'utiliser afin que les participants puissent approfondir la réflexion sur un débat comme ça. L'occasion ainsi donnée à chaque participant de faire part de son expérience par rapport à un sujet commun dans la salle de formation. Et aussi l'appel direct. C'est un commentaire ou une question qui s'adresse à une personne spécifique. Exemple, Chantal, qu'avez-vous compris de l'histoire que je viens de raconter? Dans la salle, l'animateur peut interpeller une personne par son nom. Je dis, Chantal, qu'avez-vous compris de l'histoire que je viens de raconter? L'appel direct est utilisé
est utile, très utile même, pour solliciter la participation des membres du groupe silencieux et timides à parler volontairement. Donc, il y a certaines personnes très timides, très silencieuses dans la salle. Eux, c'est par l'appel direct que vous pouviez la rendre active et ça lui permettra de parler volontairement. À qu'à poser des questions lors d'une animation, lors d'une salle de formation, lors d'une série de réunions, à qu'à poser la question. C'est vous, là je dis c'est vous, l'animateur, qui trouvez le bon moment et qui saisissez les occasions de poser des questions. Un animateur qui ne sait pas trouver de bons moments, qui ne sait pas trouver l'occasion pour poser des questions, ce n'est pas un bon animateur. Vous devez avoir chaque fois à l'esprit ceci, cher animateur. Votre travail est avant tout un travail de groupe. Pour rendre les gens actifs et participatifs, vous devez les entraîner ensemble à avoir clair dans leurs problèmes et à chercher eux-mêmes des solutions possibles. Ne vous faites pas une borne au pays des aveugles, mais soyez plutôt un porteur de lumière au soleil, là où il y a plusieurs personnes qui portent aussi des lampes. Vous voyez? Donc, associer des lumières afin d'amener ce groupe de gens. Mais quand vous faites au pays des aveugles, le borne, son roi, là c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Vous ne saurez ni à quoi poser des questions, ni quelle est l'occasion pour poser des questions. C'est très important. Le point 2, 3, 4, pour ceux qui ont des modules, qui nous suivent attentivement, nous touchons maintenant autres techniques complémentaires d'animation. Il y a aussi le premier, ou parmi ces types de techniques, nous citons l'humour. L'humour. L'introduction des blagues et des rires au cours d'une séance éducative peut être utile pour diffuser la tension ou le conflit dans un groupe ou pour soulager ou souligner les aspects drôles d'une situation. L'humour. Hein? Vous entrez dans la salle, vous le faites un peu chanter, vous introduisez, vous commencez par l'humour. Ça fait bien aussi en fait que les gens puissent être un peu animés et entrer dans la même ambiance. En utilisant l'humour, l'éducateur reconnaît que l'apprentissage peut être bien amusant que sérieux. Vous voyez, en utilisant l'humour, le maître, l'animateur, le formateur, vous êtes l'éducateur, reconnaît bien que l'apprentissage peut être bien amusant que sérieux. Le silence, c'est aussi autre technique d'animation, le silence. C'est une technique d'animation qui est utilisée pour permettre aux apprenants de réfléchir ou de créer la tension dans le groupe. Le silence. C'est une technique planifiée, guidée, où l'animateur attend plusieurs minutes avant de répondre aux questions posées. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi souvent certains animateurs, certains formateurs, lorsqu'il y a un peu de bobard dans la salle, lorsqu'il y a un peu de dérangement, lui ne parle pas, il reste calme, silencieux. Alors vous allez voir toute la salle, ceux qui parlaient là commençaient aussi, vont commencer aussi à se taire eux-mêmes, à voir comme si ils sont hors programme. Et ça fait même la honte. Et vous allez voir toute la salle va rester calme. Au lieu de dire, hey, fermez la bouche, taisez-vous, faites ceci. Vous observez seulement cette technique-là, le silence. Le silence. Vous les observez seulement comme ça. Et vous allez voir que, intérieurement, personnellement, ils seront coupables de ce qu'ils font. De bruit, tout ça, de désordre. Et vous allez voir, la salle sera posée. Posée. Le silence sera posé.
C'est une technique que je viens de dire, planifiée et guidée à l'animateur, où l'animateur apprend plusieurs minutes avant de répondre aux questions posées. Le feedback. C'est une technique pour transmettre l'information qui permet à l'individu de découvrir l'impact de ses actions et paroles sur quelqu'un d'autre. Le feedback. Il est utile pour renforcer un comportement désiré et d'aider l'expression des sentiments. L'animateur peut utiliser le feedback pour dégager des discussions ou éclairer sa compréhension dans les comportements divers parmi les apprenants. La clarification. Autre technique d'animation. La clarification. L'animateur invite dans le camp le participant qui a émis l'idée à la reformuler en vue de lucider. Voilà. Donc, dans la salle de formation, par exemple, il y a un participant qui émet une idée. Alors, vous devez utiliser cette technique, vous l'invitez à bien élucider pour aider la clarification de la salle. Le questionnement. À quoi sert le questionnement? Il lui permet de préciser, de clarifier, d'approfondir le débat. Il stimule la pensée collective. Il lui permet d'avoir des informations complémentaires concernant le fait, ce qui a été vu, entendu et expérimenté. Ce qui a été vu, entendu, questionnement. Pourquoi ça? Le questionnement. La reformulation, ce qu'on appelle paraphrase. Elle consiste à réduire complètement ou partiellement ce qui a été exprimé par une personne en utilisant sa terminologie exacte. C'est quoi son but? Oh non, je paraphrase la pensée de. Je paraphrase la pensée de cet auteur qui a dit ceci. Vous allez citer son idée originale en citant même son nom. Soit la totalité, en entièreté, soit vous citez seulement, partiellement, son idée lors d'une animation. Quel est son but? Son but est d'indiquer que ce qui a été dit a été bien compris. Valoriser la pensée ou le témoignage de cette personne et encourager les autres interlocuteurs à réfléchir sur cette parole-là. C'est ça le but de la paraphrase. C'est tout simplement la reformulation personnelle de ce que le participant a dit. La meilleure façon de paraphraser est d'écouter très attentivement ce que dit l'autre. Il faut écouter très attentivement ce que dit l'autre. Et si on pense à ce qu'on peut répondre ou formule des commentaires critiques pendant que l'autre parle, on risque de ne pas entendre ce qu'il dit pour pouvoir le paraphraser. Il faut écouter la tolérance. Si vous n'avez pas la tolérance, comment vous allez paraphraser quelqu'un? Comment vous allez comprendre si son idée est belle ou mauvaise, voire erronée? On peut donc renvoyer les idées d'une personne en commençant par des locutions telles que, lorsque vous écoutez attentivement votre interlocuteur, votre formateur, maintenant vous allez paraphraser son idée en disant: si je vous comprends bien, c'est que vous dites, voilà, et ceci, cela. Nous passons. La synthèse permet de marquer la fin d'une séquence de communication ou d'une étape de travail avant de passer à la suivante. Vous faites d'abord la synthèse d'une séquence de communication ou d'une séance de travail avant de passer à la suivante.
Parce que ce sel-là, c'est la synthèse-là qui vous permettra d'avoir le piste afin de proposer des séances suivantes. Voilà. Demande à Dieu de ne pas m'oublier.